Togo Info, le Togo à votre portée. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin sur la radio. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères et nous allons revenir sur certains sujets qui retiennent notre attention. Fin de l'opération de recensement électoral, il y a une dizaine de jours, et ça vous le savez. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce désormais une nouvelle opération, celle d'appurement du fichier électoral. Cela nous amène à revenir sur la situation qui avait prévalu, rappelez-vous, dans la zone 1. Que fait-on de ceux-là qui voulaient s'inscrire véritablement à cette époque et qui n'ont pas été reçus faute de temps? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est la question que nous allons nous poser ici en studio, donc avec les confrères. On reviendra également sur la conférence qui a eu lieu à Lomé sur la sécurité, la paix et la démocratie. Des conférences pour de beurre. L'Afrique ne doit-elle pas finalement abandonner l'idée de la démocratie et avancer sur un autre terrain? C'est la question que je poserai à mes confrères en studio. Sylvestre Béni, Michel Tchadja, Gérard Ouissan sera rejoint par Elom Atisobé. Bienvenue à la gare. XFM, la seule radio de débat, d'info et de sport. Bonjour Gérard, ça va? Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices aussi. Tout va bien? Ça va, hein? Ça va. Non, c'est pas tout ça. Ouais, c'est vrai. Vous avez bien vu, c'est pas trop ça. Mais marche. Ça va. On va en parler. La presse togolaise qui est en train de... Comme individu, ça va pas. Bah oui. Oui. Mon métier, oui, c'est vrai Oui. que mon métier, ça me plaît plus très longtemps. Ça déteint surtout, de toute façon. Hein. Évidemment. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bonjour Michel. Eric, comment tu vas? Toujours bien, ça va. Ok. Sinon, bon, de notre côté, comme on est debout, on en grâce. Le reste, c'est que c'est dur. Ce ne sont pas les auditeurs qui nous suivent qui vont nous démentir. Non. Le reste, c'est dur. Ceux qui nous suivent, ils le savent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La situation est difficile. Surtout du côté de la presse. Je ne sais pas si Sylvestre se sent mieux. Peut-être il va le dire. Bonjour Sylvestre. Est-ce que vous vous sentez mieux? Non, plus que les autres? Écoutez, ce matin, c'est vrai que je suis en blanc, mais c'est un masque fort. C'est un masque à chaque fois, on essaie donc de paraître au lieu d'être. C'est ce que nous faisons, sinon, ma foi, tout le monde essaie à nous voir, même partout, on sait que ça va pas. On est devenu tous des zombies finalement. En zombification, comme on l'a dit évidemment l'autre fois. Ouais. Oui, mais quand vous dites ça va pas, on va d'abord commencer par la presse. Et puis on pourra peut-être parler également de ceux qui nous écoutent. Je veux parler de la société togolaise qui se porte mal. On ne parle pas politique, on n'a rien à cure. Non. On parle du quotidien des Togolais, les Togolais qui sont en train de souffrir parce qu'il suffit d'interroger les gens et vite vous vous rendez compte que ça ne va pas. Mais sur la presse togolaise, pourquoi nous les journalistes aujourd'hui on a de la peine? Parce que moi j'ai la chance de faire des revues de presse le matin. Quand vous arrivez ici, à peine vous avez 3, 4, 5 journaux, ceux qui sont quotidiens, c'est-à-dire qui doivent paraître lundi, jusqu'à vendredi au moins, puisque au Togo, les week-ends ne travaillent pas. Mais ces quotidiens, ils paraissent que une fois la semaine, ou tout au plus 2 fois. Les hebdomadaires, une fois, d'accord, mais il y en a qu'on voit qui paraissent une fois le mois, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est symptomatique de la situation difficile, Michel, dans la presse. Non, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, quand vous jetez un regard sur les parutions de la semaine, vous-même vous l'avez dit, vous vous rendez compte que les quotidiens deviennent des billes. Oui. Puis bon, les billes peut-être deviennent les hebdomadaires, oui, comme nous. Et nous, les hebdomadaires, mais on risque d'être dimensionnés bientôt, parce que depuis 2020, rien n'a été fait. Avec la Covid, rien n'a été fait pour soutenir la presse en profondeur. Rien n'a été fait. On n'a pas pensé à la presse. On n'a pas pensé à la presse. Et nous,
on se démerde, on se débrouille. L'aide de l'État est restée la même, où on se distribue 400, 500 000, 600 000, pour les plus gros, c'est 1 million. Bon, dans ces conditions, pendant toute une année, qu'elles sont faites. C'est vrai, on va nous dire, la presse, c'est des sociétés privées. Mais, encore une fois, il faut le dire, c'est des sociétés privées qui ont une autorité publique. Oui. Que nous sensibilisons, nous informons, nous cultivons, nous faisons la population. On ne peut pas nous dire autre chose que ça. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a des médias qui paraissaient l'année dernière, cette année 2023, qui ont disparu. Oui, bien sûr. Et je ne serais pas surpris que l'année prochaine, certains médias disparaissent du paysage médiatique. C'est pas, les propriétaires sont là, hein. Les journalistes sont là, mais il n'y a pas le moyen. Ils travaillent pour qui? Comment quand on travaille, il faut en tout cas vivre avant de travailler. Et cette situation que vous décrivez, il n'y a pas que au niveau de la presse écrite, hein. Oui. Au niveau des radios que nous sommes. Nous sommes 3 ici de la presse écrite. Oui. Les confrères, il faut les demander. Ils vont vous dire, s'ils vendent leurs journaux, les petits contrats qu'on a, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Donc, on le sait, aux États-Unis, en France, partout ailleurs, la presse ne vit que de la publicité. Et quand le marché est restreint, allez-y comprendre. C'est compliqué. Silas. Non, je crois que Michel a dépeint la situation. Franchement, je me pose souvent des questions. Quand je me réveille un bon matin, je me dis, il faut tout faire pour sortir. À un moment donné, je regarde la famille, je regarde le journal, je regarde les rédacteurs, je me dis, parfois c'est un sacrifice, ça devient un sacerdoce. Ça devient un sacerdoce parce que, en réalité, nous sommes dans un rôle d'utilité publique. Pourquoi je l'ai dit? Je vais faire un exemple. Lorsqu'il s'était agi de, comment vous l'appelez, du recensement, du dernier recensement général de la population de la Vida. Vous aurez dû constater que le début était presque difficile. Oui, si. Pour la commission. Et on a mis la presse à contribution. Et il a fallu. Il a fallu qu'un bon matin, on se retrouve avec une délégation de la présidence de la République togolaise qui ont demandé à ce qu'on puisse aider pour que cela puisse véritablement marcher. Parce qu'on a fait une semaine, on s'est rendu compte que si on continue, ce sera un fiasco total. Il a fallu que les confrères se battent véritablement sur les médias, dans leurs journaux. Les gens réservaient peut-être toute une page, parfois 2 pages, pour cela, énormément communiqué. Et finalement, ça a pris. Et eux-mêmes, ils étaient satisfaits donc, du boulot. Bien avant, au temps de Covid, il a été demandé donc à la presse de faire un grand travail, un grand boulot. Ça a été fait. On nous a promis, nous la presse, on nous a promis quelque chose, je dis quelque chose, puisque ça ne permet pas aussi d'arrondir les choses. Mais à la fin, rien jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce qu'on a promis à la presse togolaise, aucun média ne l'a reçu jusqu'à aujourd'hui. Et là, lorsque vous travaillez, est-ce que c'est une gaieté de cœur? Non. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Vous prenez les pays de la sous-région, il y a quand même, au Burkina ici, il y a quand même des gens qui ont une grosse enveloppe en ce qui concerne l'aide de l'État à la presse. Il y a un confrère ivoirien qui dans les échanges disait que lui cette année il n'a eu que 15 millions et il se plaignait. Lui il n'a eu que 15 millions et il se plaignait. 15 millions, moi je laisse le boulot. Et c'est fini. Devant cette situation, beaucoup se sont regardés et disent, bon, est-ce que si nous voulons un peu oser dire ce que nous prenons ici, ce serait véritablement ridicule. C'est la honte totale. Au Burkina, ici, ce que nous avons comme aide ici au Burkina, je crois que c'est les treks. Ils sont autour de 400 millions, 450 millions, 500. On est à 150 millions. Non, je n'ose même pas le dire. Non, 150 millions. Oui, 150 millions. Pour toute la presse. Pour toute la presse.
Et là, les gens peuvent retourner parfois avec 200 000. Au Sénégal, c'est combien? Le Sénégal n'a pas la part. Autour de milliards. Non, de environ 2 milliards. 2 milliards. Pour le Le Sénégal. Sénégal n'a pas pas. Le Bénin, ils ont dépassé 800 millions. Qu'est-ce que nous avons fait? Voilà, quoi, c'est la question. Qu'est-ce que les Togolais, les joueurs togolais ont fait? Parfois, vous promenez un peu dans la sous-région, vous regardez ce que nous faisons ici comparé aux autres. Écoutez, nous ne sommes pas les derniers de la sous-région. Mais voilà, que à cette allure, je pense que Michel a essayé de le dire, cette allure, on risque de ne pas avoir de journaux, de ne plus avoir la presse d'ici l'année prochaine. Ça va être très compliqué. De survivre à cela. Oui, compliqué, parce que Michel le disait si bien, il y a certains étaient avec nous encore l'année dernière, ben cette année, rien. Ils sont présents, nous sommes vers fin juin, rien. Pas une seule parution. Peut-être que l'année prochaine, ce sera notre tour. Et là, un beau matin, vous risquez de ne pas avoir une presse. Bon, je ne sais pas si ça va plaire à certains, mais on verra. On verra. Gérard. Non, moi je voudrais d'abord faire une remarque. Vous me confiez avant, n'est-ce pas, l'antenne, que ce matin, on va venir là pour parler en tant que journaliste à la radio. Vous avez mal au cœur, vous êtes presque en rage. Oui, mais si ce n'était pas à cause de vous personnellement, je ne serais pas venu à cette émission. Parce que je vous ai promis que je viendrai, c'est pour ça que je suis venu. Sinon, je n'ai aucune envie de faire mon travail de journaliste ce matin. Et pour la simple raison que, pas seulement pour cette raison, je vous donne juste cet exemple, je me suis réveillé avant 3 heures du matin pour écrire un éditorial, j'ai terminé à 6 heures moins. Ouais, pour écrire un éditorial, c'est ça qui résume tout le journal, c'est ça le pilier du journal. C'est pas n'importe quoi dans l'éditorial. Voilà, il faut réfléchir. Donc quelqu'un qui travaille de 3 heures du matin à 6 heures, après il fait son petit déjeuner, se lève pour aller à la radio, toute la journée il travaille, c'est-à-dire il travaille non-stop, mais pour absolument rien. Il n'a pas de salaire, il n'a rien, il vit juste dans la précarité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se lève, il se demande, mais de quoi demain sera fait? Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Il n'a pas d'assurance maladie, il n'a pas de retraite, il n'a absolument rien. Mais moi je préfère encore le garde-malade qui au moins a une retraite, même si cette retraite est petite, ben, il a une retraite. Une assurance INAM, ben, il a, et voilà. Mais le journaliste, on peut même lui donner aujourd'hui, je ne sais pas moi, un cadeau et une belle voiture, mais il ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc cette précarité-là, ça tue. Vous avez déjà vu, vous, un journaliste bien vieux, la tête blanche, qui est dans un fauteuil roulant, vieux, 80 ans, tout. Moi, je n'en connais pas, ils meurent tous autour de 60 ans, 62 ans, et si ce n'est pas beaucoup plus tôt. Parce que la grande majorité meurt autour de 35-40 ans. Et ceux qui ont fait de vieux os sont morts autour de 65 ans. Vous voyez, et en France, aujourd'hui, la retraite se prend à 64 ans. Vous voyez, donc ils n'ont même pas le temps d'aller à la retraite. Bref, c'est un métier carrément qui tue. Sylvestre a dit tout à l'heure que dans la sous-région, on n'est pas des moindres, qu'on n'est pas les derniers. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas aider les gens parce qu'ils sont derniers? Normalement, ça doit être le contraire. Dès qu'on est conscient que la presse est importante pour un pays, ben, il faut aider cette presse-là. Il faut faire en sorte que cette presse-là soit efficace. À moins qu'on ne comprenne pas, à moins qu'on ne sait pas vers où on conduit le pays. Parce qu'une presse est nécessaire pour établir la vérité, pour maintenir la paix, pour maintenir la cohésion sociale, la concorde nationale. Mais si vraiment on trouve qu'on n'a pas besoin de nous, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cette concorde nationale, on n'a pas besoin de cette paix, on croit plus au gaz lacrymogène, aux balles réelles, qu'à la fonction d'éducation, qu'à la fonction de, je ne dirais pas de pacification, mais d'assurer une certaine paix sociale. Et donc moi je me dis, et dans ce pays c'est quand même terrible. Le Togo fait partie des rares pays où vous ne verrez pas de kiosque à journaux. Vous allez partout, à tous les coins de rue, vous voyez un kiosque là où on vend des journaux, vous voyez des gens qui prennent leur canard, leur petit journal, ils lisent. Au Nigeria ici, vous voyez des quotidiens de 70 pages. Et ben voilà, au Togo, mais les meilleurs journaux sont à 8 pages. C'est-à-dire que vous prenez, vous enlevez à la fin du milieu, il n'y a plus rien. Et pourtant même là, ils ont de la peine à sortir. Et pourtant même, ça ne se
vous ne pouvez pas les distribuer. Il n'y a pas de système de distribution. Vous paraissez à Lomé, à Tchédié, des gens ne vous trouvent plus, à Léron ne vous trouvent plus. Et même à Lomé, on a tout fait pour confiner la vente des journaux au centre-ville. Vous voyez donc que c'est comme s'il y avait une main noire qui était derrière, qui empêche, ou bien une main noire qui empêche les journaux de s'épanouir, juste pour la simple raison qu'on n'en voit pas l'utilité. Il y a un auditeur qui nous dit que l'avenir est sombre. Tous les secteurs sont atteints. Quand on parle de la dureté de la vie, avant, certains journaux disent que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Quel est le papa qui fait beaucoup d'efforts et malgré ça, les enfants meurent un à un? La presse par ici, la radio ou la télé par là, notre pays est déjà dans le gouffre total. Alors, l'auditeur dit que l'avenir est sombre et que la presse n'est pas le secteur atteint par rapport à cette situation. Et ce qui n'est pas dans le vrai. Alors, en le disant, je fais allusion à ce dont on parlait en offre avant, c'est-à-dire que tous les secteurs sont atteints aujourd'hui. Quand vous sortez, vous allez en ville, quand vous voyez un Togolais, vous l'interrogez, vous comprenez que ça ne va pas. C'est compliqué. Dans les ménages, dans les foyers, quand vous arrivez au marché, quand vous y allez avant avec 10 000 francs CFA, ce n'est plus possible. Il faut y aller minimum avec le double. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Pardon. Et lorsque vous voulez aujourd'hui peut-être faire la popote, disons les choses telles quelles, pour que nous puissions mieux nous comprendre. Vous voulez faire la popote du soir, c'est-à-dire demander à ce qu'on puisse vous faire une petite sauce. Lorsque vous ne sortez pas au minimum 5 ou 6 000, vous n'aurez rien de bon, quoi. Vous n'aurez rien. Et là, ça se répand. C'est-à-dire que la situation va, je ne voulais pas dire de mal en pis, mais va crescendo. C'est-à-dire que progressivement, on tend vers un sommet où peut-être la chute sera brutale, quoi, en fait. Vous prenez tous les secteurs. Avant, lorsque vous voyez quelqu'un dans la rue, bon, peut-être que c'est par ces gestes ou c'est par des échanges que vous allez peut-être vous rendre compte que ce monsieur... Maintenant, c'est visible. Maintenant, c'est visible. Il suffit de voir la personne, vous remarquez. Non, aujourd'hui, les gens parlent plus dans la rue. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est là, peut-être bien cravaté, bien habillé et tout, mais il parle seul. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que il parle seul. Il dit des choses, c'est pas une dépression, il n'est pas fou. Mais il a tellement acculé des soucis que, à un moment donné, il est obligé de parler pour s'écouter peut-être s'évader. Si cela peut le soulager. Ça s'appelle un soliloque. Voilà. On est tous devenus soliloques, quoi. Comme des fous. Comme des fous, c'est triste. Hein. Et c'est cela. Mais comment on règle ça? La question, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question la dernière fois, mais est-ce que vous êtes sûr que nos autorités sont conscientes de cette situation-là? Oui. Je lui ai dit, c'est elle qui gouverne, elle doit savoir. Oui. Pourquoi j'ai dit oui? Vous savez, lorsque nos autorités se réveillent le matin, déjà il y a une queue terrible là. Ils ont tellement d'audience le matin avant d'aller au boulot. Les gens viennent pour demander quelque chose à ces autorités-là. C'est-à-dire que on vient, on remplit l'audience, on dit je veux voir papa, et là chacun vient avec ses problèmes, espérant que le ministre puisse lui donner quelque chose. Oui. Un 10 000, pour tenir la journée. Pour tenir la journée. Et tous les matins, demandez à ces ministres-là. Et tous les matins, les gens viennent, les attendent avant qu'ils ne se réveillent. Alors lorsque vous voyez de telles situations, vous devez savoir que c'est un indicateur que la société va mal. Michel, tout va mal. Au-delà de la presse, dans la société, ça va pas. Mais la société, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous vivons très mal. Nous vivons très mal. Mais vous savez, la richesse dans un pays est détenue par les hommes d'affaires. Oui, bien sûr. Et quand vous interrogez, par exemple, les gens de BTP, les entrepreneurs, quand vous les interrogez, mais ils baissent la tête. Ils
baisse la tête. Est-ce que vous voyez grand-chose? Depuis un certain temps, vous voyez grand-chose, les travaux? Pas grand-chose. Certains même ont travaillé, on ne les paie pas. Ça, c'est un autre aspect aussi, parce qu'on ne les paie pas. Ouais. Donc, quand vous voyez ça, ajouté au fait que depuis qu'on a augmenté le prix sur le litre d'essence super à 700, c'est depuis le jour-là que tout a basculé. Parce qu'aujourd'hui, le marché, quand les femmes vont, je ne sais pas, quand la femme va au marché au retour, si elle sourit. Quand les femmes vont au marché, c'est pourquoi moi je n'aime pas aller au marché, moi personnellement. Quand elles vont au marché, ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Le pouvoir d'achat des Togolais est par terre. Et comment ils peuvent bien vivre. Il n'y a pas la joie de vivre. Certains, vous les voyez les vendredis, les samedis, soit dans les bars, on dit, ah, s'ils n'ont pas l'argent, pourquoi ils boivent? Non. Certains veulent s'évader. Juste, il fuit les problèmes de la maison, il vient rester là-bas. Sous une seule bière, il va passer des heures et des heures. Parce qu'il est là à la maison, on va lui demander des choses. Et bien tout le monde est couché, lui aussi va se coucher. Donc, il n'y a pas la joie de vivre. Seul un petit groupe, ils ont tout. Et ce qu'on dit là, eux, actuellement, si quelqu'un nous écoute, il n'est pas content. Pourquoi on dit ça? Mais nous allons le dire. Parce que c'est ce que nous vivons. Nous n'avons rien et on est obligé de le dire. Vous voyez? Moi, je vis dans la périphérie de la capitale. Je vois dans mon environnement ce qui se passe. Oui. Ce qui se passe. Et tu vois quelqu'un, tu lis la misère dans ses yeux. Les dames, elle a 4 ou 5 enfants, le mari n'est pas là, tout ça là. C'est difficile. C'est difficile. Donc, mais comment poser la question si nos autorités savent cela, ils savent, non? Comment ils ne savent pas? Comment ils ne savent pas? Ils le savent. Mais maintenant, comment agir pour que nous le ressentions? C'est peut-être la bonne formule n'est pas encore arrivée à leur niveau. Moi, c'est comme ça, moi je vois. Jusqu'à quand mais moi, je ne suis pas là-bas. Oui, je ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment agir pour que nous ressentions les effets de cette action à la base, pour que les gens, quand même... Mais je vous assure, maintenant, quand la rentrée approche, il faut voir comment les parents d'élèves vraiment sont inquiets. Et il y en a qui nous ont déjà dit qu'avec ces vacances-là, ils ont des problèmes parce que les enfants sont maintenant à la maison. À la maison. 24 heures. 24. Et c'est compliqué. Oui. Ça dit que c'est difficile. Le litre, ça dit que le litre de sang a tout changé. Parce que quand on ramène le charbon de l'intérieur, les sacs de 12 000 sont à 15 000, 16 000. Quand on ramène la tomate, quand on ramène l'oignon, quand on ramène, tout c'est comme ça. Oui. Donc, on est là. On espérant qu'un jour ou l'autre, que les choses vont s'améliorer, mais ne nous trompons pas. Aujourd'hui, nous croyons à Dieu. Mais en entendant, là, il faut qu'on voit le concret. Dieu, il est là. Il sera toujours là. Mais le concret, c'est compliqué. Il faut le dire. On ne peut pas tout le temps croire à Dieu, alors que la réalité, les gens se meurent. Il faut le dire. Il y a un auditeur. Moi, ça me fait mal parfois quand je vois certaines situations où certains vraiment se comportent d'une manière, je dis, mais est-ce que... Mais ils savent ce que les gens ont dans la tête. Je me pose la question. Et au même moment, il y a certains qui jettent les bouteilles de champagne à peine entamées dans les poubelles. C'est normal. On ne peut pas être... Tu sais, je l'ai dit une fois ici, dans ce studio, le problème du Togo, c'est parce que quand vous prenez la population, il y a un petit groupe, peut-être n'atteignent même pas 1% des Togolais qui baignent dans l'opulence absolue. Ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Tout, ils ont tout. Ils ne savent même pas quoi faire avec. Et le reste,
c'est les misérables. Or, dans un pays, quand il y a un petit groupe qui est là, qui a tout, il faut au moins une petite portion de... C'est ça qui permet la consommation. Et c'est ça qui fait la richesse. Sauf qu'au Togo, après ce petit groupe, tout le monde est dans le même panier. On vivote, c'est fini, c'est terminé. Oui. C'est comme ça. Oui, il y a une auditeur qui nous dit que je suis au regret de vous dire, vous les journalistes, que vous faites trop de gratuité pour le régime, malgré que vous soyez négligé. Exemple Covid, où vous avez fait trop de gratuité, recensement, même chose. Trop de gratuité, quand quelqu'un vous néglige, il faut le négliger. Non, Eric, on va répondre à cet auditeur. Non, quand on va pas se comporter comme des patriotes, nous devons accompagner nous devons accompagner... Est-ce qu'il ne faut pas le comprendre? Non. Accompagner. Non. Nous devons accompagner... La presse, vous avez dit 150 millions. Oui. Pardon? L'aide de la presse, c'est 150 millions. Oui. Ailleurs, on tape des milliards. Oui. Mais cela ne peut pas nous empêcher de faire notre travail pour accompagner, par exemple, le recensement, pour la vaccination. Nous avons fait un travail, malgré qu'on nous avait promis qu'on devait nous faire quelque chose. Excusez-moi de parler comme ça. Mais nous avons fait notre travail. On a réussi, mais bon, nous avons fait notre travail pour accompagner le gouvernement. C'est normal. Voilà. Donc, on ne peut pas... Non, je comprends l'auditeur. Mais à un moment donné, c'est vrai. Nous sommes journalistes, mais avant d'être journalistes, nous sommes Togolais. Voilà. Nous sommes Togolais. Et donc, lorsqu'il y a une situation... Ce qu'il dit, est-ce qu'il ne faut pas peut-être de comprendre sur notre angle, c'est-à-dire que vous travaillez aussi pour vivre. Et quand vous n'avez pas de publicité, la seule façon pour les médias de rentabiliser à peu près, c'est qu'il y ait des annonceurs. Quand quelqu'un vient chez vous pour demander vos services, il faut qu'il paye le minimum. Alors si la personne, normalement vous prenez 1000 francs, quand c'est l'État, pour vous aussi votre contribution, vous prenez au moins 500. Mais quand vous faites 0 rond, non, écoutez, en ce qui concerne l'État, de le comprendre. Hein? Oui, je le comprends également. En ce qui concerne l'État, c'est vrai que on aurait pu dire, oui, bon, on va prendre avant de commencer. Mais il y a une situation réelle qui est là. Nous sommes dans l'urgence. Et quand je dis nous sommes tous concernés en réalité en tant que Togolais. Alors, il faut sensibiliser la population. Il faut quand même que les gens soient imprégnés de ce que nous vivons pour que on puisse arriver à sortir de cette période covidale-là. Nous l'avions fait avec abnégation, nous l'avions fait avec foi, célérité et tout ce qui va avec. Le gouvernement avait promis de faire quelque chose. Le gouvernement ne l'a pas fait. Aujourd'hui, entre nous et le gouvernement, on sait qui, au moins, n'a pas rempli sa part. N'a pas rempli le contrat. Alors prochainement, lorsqu'on va encore nous solliciter, on saura quoi faire. Voyez-vous? Alors, mais au-delà donc du gouvernement, c'est-à-dire que je vois Gérard en train de sourire. Oui, mais il est en train de voir toute votre capacité à vous démettre à peu près pour pouvoir répondre, c'est ça? Oui. Pas très loin de ce que nous disons. Mais en réalité, nous sommes dans l'utilité publique, et donc le gouvernement devait quand même comprendre cela. Et ce n'est pas uniquement au Togo que ça se fait, partout ça se fait. Et ceux qui ont mieux compris que la presse joue un grand rôle dans un pays, mettent des moyens. Les gens sont en plus d'1 milliard. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de l'Ivoirien qui a eu 15 millions. Imaginez qu'une rédaction a 15 millions par an. Mais les gens vont sortir le génie d'eux. Au-delà, c'est-à-dire que les gens vont se décupler pour faire le travail. Mais malheureusement, c'est cela. Et quand nous le disons, il y a certains qui ne... Ce que je dis là, il y a quelqu'un qui est là et qui pose des jurons, qui n'est pas content. Et qui veut véritablement nous faire taire. Et c'est cela aussi la société. Malheureusement. On verra. Bon, il y a un autre qui nous dit, mais vous n'êtes pas d'accord, pourquoi est-ce que vous vous plaignez alors? Alors, oui, Gérard, sur le sujet, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire. Et on va passer à notre sujet. Là, ce qu'il faut dire, c'est que l'État a l'obligation de renforcer les capacités de la presse. Et comme dirait l'autre, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Tant vaut la nation. Et c'est très vrai.
Michel a parlé tout de suite des affres, des souffrances des populations et tout. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Parce qu'une population qui n'est pas éduquée, qui n'est pas informée, vous voulez qu'elle s'en sorte comment? Ailleurs, quand vous prenez par exemple les Nigériens, vous prenez leurs journaux, vous trouvez une page à faire. Combien coûte le dollar ce matin? Ceci, où est-ce qu'on peut investir? Vous trouvez la bourse des valeurs, vous trouvez plein de choses. Mais c'est normal qu'un citoyen nigérien, il arrive à créer de la richesse, à faire du business. C'est normal qu'un citoyen Igbo, il s'implante ici et nous domine économiquement. Même quand il fait une bêtise, on la voit en prison, allez voir, c'est les Igbo qui règnent là-bas. Entre prisonniers, les Igbo les dominent toujours. Celui qui a l'information a la puissance. Oui, bien sûr. Mais nous, on pense que le Togolais peut vivre sans information. Il est là, les choses lui tombent sur la tête. On dit le ministre a dit de faire ceci, point, décret ministériel, allez, exécuter. C'est ce genre de citoyen qu'on veut former. Et moi, j'en doute que ça puisse marcher. Prenez nos journaux. Si vous trouvez, par exemple, je vais dans un kiosque, je suis intéressé, je veux préserver ma santé. Et donc, je lis des choses intéressantes sur la santé. Pour l'éducation de mes enfants, je lis des choses intéressantes. Sur la technologie, je lis des choses intéressantes. Mais vraiment, je serai un citoyen complet. Mais moi, aujourd'hui, si je veux m'informer sur l'éducation, je vais faire comment? Sur la technologie, je vais faire comment? Sur l'informatique, je vais faire comment? La dernière fois, vous vous rappelez ce sous-marin-là qui a sombré. Il y a quelques jours, des 5 milliardaires sont morts. Ben, on dit qu'on a dépêché des journalistes sur les lieux qui ont constaté que le sous-marin ne pouvait pas être homologué parce que ça ne respectait pas. Amener les citoyens togolais, les journalistes togolais là-bas. Ben, il va voir un truc là, il va dire, ah, c'est le sous-marin ça. Peut-être qu'il a vu une batterie, il va dire, c'est ça le sous-marin. Il ne connaît même pas un sous-marin. On n'est pas cultivé. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain, on va nous donner 1 million que les journaux vont faire des miracles, comme le dit Sylvestre. Non, parce que la base est faussée. Nous devrions déjà, depuis des années, avoir des rédactions bien renforcées avec des journalistes bien équipés, bien formés, bien organisés, mais pour pouvoir rendre des services à cette nation. Mais ceux-là qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez pensent que les journaux ne sont pas importants. L'essentiel, c'est de faire venir des investisseurs, créer PIA, et puis ça marche. Non, ça va piétiner. Moi, je vous dis, on mettrait PIA là dans un autre pays, vous allez voir, ça va fleurir sérieusement. Ça peut donner des résultats extraordinaires parce que l'environnement est là, l'environnement informationnel est là. Les gens peuvent avoir des informations, les connaissances et tout. Mais là, nos entreprises évoluent dans l'aveugle, enfin, un peu comme des aveugles, où vous n'avez rien, vous évoluez seulement, il n'y a pas les informations. Et donc, moi, je crois qu'il est temps qu'on comprenne que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que se trouve l'information, mais l'information se trouve dans la presse, dans les médias traditionnels, qui sont normalement des trucs sérieux, où chacun va pour renforcer ses capacités. D'accord. Monsieur, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. On va passer à un autre sujet. J'espère que Michel est d'accord avec moi, parce qu'il espérait que je dise la même chose que lui. Non, pourquoi? Merci alors. Alors, il est 11h39 ici à la radio. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Gérard Ouessant, Sylvestre Béni et Michel Tchadja. Tu clôtures le sujet là. Oui, je veux que... Non, juste quelques mots. Juste quelques mots rapidement. D'accord. Non, tout à l'heure, quand Gérard disait que, en fait, si on donne 1 milliard, ça ne permet pas aux gens de tout se découpler et tout, je dis non. Vous avez un journal dans ce pays qui ne fait que dans l'éducation. Oui. L'éducation. Il a fait 2 parutions. Ah, l'éducation. Il ne croit que l'éducation. C'est un confrère que j'ai même partagé le plateau avec lui sur Canal FM. Il a fait 2 parutions. C'est fini. Il n'a plus de moyens. Mais c'est quelqu'un qui, je te dis, le jour-là, il donnait des confrères du Togo, tout ce qui concerne l'éducation. Il a fait 2 parutions. Il n'a survécu que 2 parutions. Il a disparu. Ah, ce monsieur, il a voulu donner des moyens, il a une équipe, mais vous aurez l'information que vous voulez. Uniquement l'éducation. Il y a un autre confrère qui ne fait que dans la technologie, un jeune qui ne donne que des informations. La technologie, les appareils, il donne des détails et tout ça. Si vous voulez acheter donc des appareils, et si vous voulez acheter par exemple un climatiseur, les modèles, il vous donne les modèles et tout. Il y a un jeune qui est là, qui a un site dédié. Mais il n'a pas les moyens.
Vous voyez, les caractéristiques, comment on peut économiser du courant. Voilà. Il y a des magazines, vous lisez ça, mais c'est un jeune qui le fait, un jeune Togolais qui le fait. Aujourd'hui, vous parlez de la santé. Il y a un média uniquement dédié à la santé. Voilà. Santé éducation par exemple. Santé éducation. Qui allait très loin. Félicitations à la rédaction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend tous les domaines, il y a des compétences qui peuvent valablement jouer, c'est-à-dire des médias thématiques. Mais le problème, c'est les moyens. Le problème, c'est les moyens. Voyez-vous? Donc, si on met les moyens, je vous dis, le Togolais, c'est un bosseur en réalité. C'est un bosseur né. Et puis, je me dis peut-être que notre hymne aussi influence un peu le travail, liberté, patrie. Le Togolais bosse. Vous voyez, le Togolais dans un pays, il bosse. Maintenant, les gens n'ont pas de moyens. Et enfin, ce que je le disais, ce n'est pas que je minimisais l'importance des moyens. Je dis au contraire que c'est presque déjà trop tard. Que même si aujourd'hui on vous dépose là 1 milliard, nous n'avons pas des rédactions bien rodées. C'est pour dire que le mal a trop duré. Si vous souffrez d'un mal, d'une maladie, vous laissez cette maladie-là évoluer, c'est pas parce qu'on vous aura amené les meilleurs médecins que vous serez guéri. Il ne fallait pas laisser la maladie, le mal évoluer. C'est ça que je voulais un peu illustrer par la situation. Que c'est déjà presque trop tard. Mais quand malgré ça, les gens se taisent tranquillement, on se demande si vraiment ils aiment ce pays. Oui, c'est ça. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais qu'on parle un peu de la sécurité, de la démocratie, de la paix, parce que la semaine dernière, il y a une conférence des parlementaires à Lomé sur le sujet. Mais juste avant ça, la question de l'immobilier au Togo, quelques médias en parlent aussi depuis quelques jours, mais il m'a été donné de constater que les maisons coûtent toujours cher au Togo, malgré que, l'Assemblée nationale a voté des dispositions pour contraindre, n'est-ce pas, les bailleurs à réduire le prix au mètre carré et consort, mais que rien n'est respecté. Il n'est pas rare de voir à Lomé aujourd'hui, si vous voulez vivre un peu dans le confort, pas le confort, mais dans la décence un petit peu, avoir une chambre salon avec du WC, de la cuisine à côté, que vous déboursez par mois 70 000. Pas moins que ça. 2 chambres, vous êtes dans les 80, dans les 100 000. Alors qu'il y a une loi qui encadre tout ça. Mais comment on règle ce problème, finalement? Je vais commencer par vous, Michel. Non. Comment on règle ce problème? Moi, Il semble que les propriétaires disent, mais j'ai construit ma maison, je donne le prix que je veux. Alors si vous ne voulez pas, aller voir le gouvernement, il vous donne sa maison à lui. Et puis ça se comprend. Ça se comprend. Vous voyez comment la tonne de ciment coûte. Et vous voyez comment les matériaux de construction, comment ça coûte. Et quelqu'un vraiment fait des prêts sur prêts et il a sa maison. Et bon, on lui dit que... vous savez, moi je dis que pendant longtemps, je ne change jamais d'avis sur ce plan. Pendant longtemps, c'est que la politique de l'immobilier a été laissée de côté. Pendant longtemps, l'immobilier. La politique de l'habitat n'existait pas. C'est ces dernières années que le gouvernement vraiment... Oh, le mal est déjà fait. Nous avons acquis déjà des habitudes. Nous avons des manières de faire. C'est difficile de changer par un coup de baguette magique la situation qui prévalait. C'est tout le problème. Sinon, comment se fait que l'Assemblée vote des lois, une loi qui difficilement passe? Depuis des années. Moi, je savais au départ que ça doit être difficile. Parce que comment il y aura la police de l'immobilier pour passer de maison en maison, dire aux maisonniers de... Non, ça n'existera pas. C'est compliqué. Et moi je dis, et je le répète, le gouvernement en conseil des ministres avait pris il y a de cela 5-6 ans des mesures pour agir au cordon douanier pour faire en sorte que les produits de première nécessité, vraiment, ces produits-là connaissent en tout cas des tarifs des prix sur le marché. Mais les prix ont doublé. Juste après, les prix ont doublé. Donc, alors, comment on va faire? Est-ce que moi, que tu vois, si j'ai les moyens pour contrôler ça? Ah non. Mais comment nous, on va aider à régler le problème du foncier? C'est au gouverneur de le faire. Mais encore une fois, il faut que nous changeons la manière dont
nous percevons les choses. Parce que les gens ont souffert, souffrent, et après le gouvernement vient dire non, c'est ça le problème. On va dire que, on avait dit que le bail, ça ne doit pas dépasser, oui, c'est bail, ça ne doit pas dépasser 3 mois d'avance. Exactement. Et que, bon... On est toujours dans les 10 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans par rapport. Oui, dans les 2 ans, oui. Si vous avez... Vous versez ça, vous versez pas ça, oui. Ben, ça passe pas. Bon, tu vas te plaindre où? Il y a une police où tu vas dire que le maisonnier a décidé de venir arrêter le maisonnier. Non, il n'y a pas ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. C'était tout... Moi, quand l'Assemblée avait voté cette loi, je causais avec un économiste. Il me dit que non, que c'est de ne pas regarder ça. Je dis pourquoi? Il dit non, que ça n'ira pas loin. Que c'est difficile. Mais on a déjà faussé. Oui, mais on est dans une république. Mais non, les choses ont été faussées à la base. Ça devait se faire depuis de longues années. C'est difficile. C'est difficile. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? On donne la parole à Siga sur le sujet. La question de l'immobilier, c'est quand même un casse-tête chinois pour beaucoup de gens. Bon, moi je me pose une seule question. Est-ce que nous sommes dans un système d'économie de marché, oui ou non? Si nous sommes dans un système d'économie de marché, l'État n'a pas à nous dire à combien on doit louer un appartement. On ne peut pas... nous sommes dans une économie dérégulée, comme on dit. On ne peut pas réguler. On ne peut pas nous dicter ça. Non, la loi du marché, l'offre et la demande. Et ça doit fonctionner, ça doit pouvoir fonctionner comme ailleurs. Dans certains pays, vous êtes loin, vous téléphonez à une agence, vous dites, je veux louer ma maison. En Europe, par exemple. On vous demande, l'emplacement, c'est où? Vous le dites. Il y a combien de chambres? Vous le dites. Année de construction, vous le dites. Et vous dites en même temps, vous pouvez le louer à tel prix. Point. Vous pouvez le vendre à tel prix. Parce que on sait que dans tel quartier, tel genre d'appartement, actuellement, le marché a tellement régulé que ça coûte ceci. Un an après, vous téléphonez, vous dites, ah, peut-être les prix ont chuté, ou bien ça a augmenté. C'est ça la loi du marché. Alors si le Togo a opté pour l'économie de marché, mais pourquoi est-ce que l'État de temps en temps fait semblant, c'est ça qu'on appelle le paternalisme. On fait semblant d'être votre père, le bon père et tout, et bien on fait du mauvais boulot. Pourquoi l'État de temps en temps essaie de réguler les choses, régule les choses qu'on ne devrait même pas réguler? Donc moi je crois que c'est un peu la poudre aux yeux, parce qu'au même moment où on dit, nous fixons ceci, il ne faut pas dépasser cela, il ne faut pas dépasser cela, vous voyez des investisseurs étrangers qui débarquent dans le pays, oui, il veut créer son affaire, on lui fait des conditions très préférentielles, on lui donne toutes les conditions pour que ces affaires fleurissent, pendant que vous, le national, on vous bloque. Mais c'est normal que celui-là, il est quelque part, on vous dit, il vous dit, mais je veux telle chambre, vous dites que c'est à 100 000, il dit, moi je vous offre 250 000. Parce qu'on lui a offert en amont des conditions préférentielles pour ses affaires, pendant que le Togolais paie des impôts, paie ceci, paie telle taxe, paie ceci, paie cela. Mais on le coince. Il veut s'installer, on ne l'aide pas. Donc lui tire le diable par la queue, pendant que l'étranger, il vit dans l'argent, c'est normal qu'il offre plus que le Togolais. Et donc le marché continue comme ça, on n'arrive pas et on n'arrivera même pas à réguler. Parce que si moi je suis locataire, quelqu'un vient m'offre 100 000 francs, vous venez m'offrir 50 000 francs, je ne vais pas vous donner cette chambre parce que vous êtes Togolais ou bien parce que vous êtes très gentil, non. Et donc cette histoire de réguler, moi je pense quand même que il faut laisser ça. Nous sommes dans un système d'économie de marché, selon les quartiers, selon la qualité de votre appartement, qu'on loue. Que loue celui qui veut, si vous mettez votre loyer à 1 million, si après 1 an personne ne vient prendre, ben, dans 2 mois ou quoi, vous allez réduire. Jusqu'à ce que vous vous adaptiez au prix du marché. Un point, c'est tout. Mais pour l'État, moi je ne sais pas ce que l'État a cherché dans ça. L'État ferait mieux de regarder comment se font les affaires, comment est-ce que les gens, quand ils veulent implanter leurs affaires, comment on les traite, comment, voilà, l'État peut s'occuper par exemple dans une république, l'État ne doit pas avoir de regard là-dessus. Non, pas dans une république, dans une économie de marché, dans un système d'économie de marché. Parce qu'il y a des républiques où on a opté pour le dirigisme économique. Voilà, l'État s'occupe des choses. Mais quand vous avez opté pour le marché libre, ben, jouez le franc jeu. Un point, c'est tout. Quand vous dites par exemple que pour la presse, il y a les accords de Florence, on doit détaxer le papier, tout ça, là. Mais respectez ça. Pour que les journaux, par exemple, puissent produire sans avoir à payer, je sais pas moi. Vous savez, les rames de papier qu'on payait à 9 000, aujourd'hui c'est à 22 000, après le Covid.
De 9 000 à 22 000, vous voyez, il y a de quoi tuer le journaliste. C'est ça, quoi. Et malgré tout cela, on s'était... Mais après, on dit, oh, je suis le bon père, oh, vous n'avez plus payé ceci, et on régule les loyers. C'est ça le paternalisme. Et c'est un faux jeu. La poudre de perlimpinpin. Ouais. Disons un peu, ouais, pour endormir les gens. Oui, c'est l'immobilier. Non, je pense que vous êtes d'accord avec ce que Gérard a dit, mais non. Non, pas. Bon, en partie. Mais vous savez, il y a quand même il y a eu cette disposition-là qui est là, c'est un décret. Et donc, il y a aussi une disposition coercitive. Lorsque vous ne respectez pas, l'État est en droit de vous faire, de vous punir, il y a des amendes et tout ça. Mais je savais que en fait c'est une initiative qui véritablement n'allait pas prospérer parce que vous savez quelqu'un qui a véritablement peiné et qui arrivé à la retraite, sa maison n'est devenue que ce fonds de commerce là où elle a loué et tout. Et un beau matin, l'État vient et tu dis non, il faut le faire. Le studio, maintenant, c'est à 9 000 ou à 10 000. Non, écoutez, l'État n'a pas aidé cette personne-là à construire sa maison. Il a souffert. Il y a quelques, je crois, Michel l'a dit, des prêts sur des prêts et tout. Peut-être qu'il est en train même encore de finir le dernier prêt, qui sait, encore, alors qu'il est en retraite. Et là, un beau matin, l'État va dire non, mon ami, écoutez, il faut agir en amont sur d'autres leviers qui puissent permettre donc aux gens c'est-à-dire contraindre les gens à diminuer. C'est-à-dire que vous... est-ce que vous serez d'accord est-ce que vous serez d'accord de louer votre maison qui est à la caisse au même prix que quelqu'un qui a sa maison à Crobatème, là où il y a les crocodiles? C'est ce que je dis, qu'il faut agir sur d'autres leviers qui véritablement va peut-être obliger certains à baisser. Et là, je crois que les logements sociaux peuvent véritablement aider, mais à ce niveau aussi, c'est la croix et la bannière. Ceux qui sont venus avec tellement de sociétés ont dit, non, vous venez, après vous aurez l'appartement, après 2 ans, allez là, allez demander les logements sociaux qu'on nous a tellement donc annoncés, si bien que on a... Ils ont jamais... voilà, non, c'est-à-dire pourquoi ça ne sort pas de terre, les logements sociaux qu'on a promis? Oui, il y a certains qui véritablement sont sortis, mais sont restés donc à l'étape de l'élevation et puis là, oui, il y a tellement cité. Il y a certains qui habitent là, non? Il y a certains qui y sont, mais c'est bon, tout n'est pas encore fini. Mais c'est pourquoi je dis qu'il y a sur d'autres leviers, on peut détasser les choses et permettre aux gens, quand on achète moins et qu'on construit, donc on peut également en fonction diminuer, mais quand j'achète cher et que finalement j'ai ma maison après plus de 5 ans, j'ai utilisé plus de 30 millions de francs CFA et je veux donc un retour sur investissement, j'ai fait mon calcul et que bon matin l'État vient me dire non monsieur, non ça là c'est à 9 000, écoutez l'État n'a pas cotisé avec moi, nous ne sommes pas des camarades comme on le dit très souvent. Voyez-vous donc c'est une mesure je sais qui ne va pas prospérer, mais je ne sais pas pourquoi. Le mal également donc de nos dirigeants, du moins du gouvernement. On est souvent dans les effets d'annonce, quoi. C'est-à-dire que on jette les choses, et bon, nous l'avons fait, hein, bon, qu'il y ait des résultats ou non, bon, nous, c'est pas notre tasse de thé. Voilà, c'est cela. Est-ce qu'on est au moins d'accord que les logements au Togo, ça coûte un peu cher? Bon, enfin, on n'est pas d'accord, mais que ça coûte un peu cher. Oui, mais avant d'arriver là, est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait de la situation, les Togolais, en ce qui concerne donc la location, sont véritablement hésitants à louer donc aux locaux, c'est-à-dire aux Togolais. Et donc c'est les étrangers. On sait que quand un Ibo vient et que le Ibo veut... Ça existe encore cette histoire-là? Mais ça existe. Bon, ce n'est pas pour stigmatiser la communauté, mais on sait quand tu viens, que tu veux louer ça et que tu as même versé quelque chose et que l'Ibo vient après qui paie le double, mon cher ami, on te rappelle de venir parce que tu as déposé. Et on te souhaite bonne chance. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui, les Togolais sont plus portés à vendre des terres aux étrangers. Je ne suis pas en train de faire une à vendre des terres aux étrangers, des Chinois qui ont tellement donc de terres dans notre pays. Alors que c'est interdit de vendre des terres. Demain, nous serons obligés de payer des terres sur des Chinois. Ah non. Non, écoutez, lorsque vous allez donc dans une localité, on dit ça c'est pour New York, et ça c'est pour Yoming, et tout ça là, mais le lendemain, 10 ans après, les Togolais seront obligés donc d'aller voir M. New Yang ou Yoming pour acheter un terrain.
Et ça se fait. Je ne sais pas s'il y a une disposition. Je voulais véritablement, donc, je crois que nous allons fouiller. Je sais quand même qu'il y a une disposition qui interdit à ce qu'on puisse vendre aux étrangers. Si. Mais voilà, si quelqu'un, le monsieur, peut-être se marie à un Togolais, et qu'il y a déjà la nationalité, il est devenu presque Togolais. Oui. Donc le nom, vous voyez, le nom ne dit plus rien. Et donc, ces personnes-là, demain, c'est eux qui viendront vendre des terrains. Parce qu'ils sont un peu, donc,